Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Baron sur SEO Recto Verso. Hello Jean-Baptiste. Bonjour Lola. Avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, comme métier? Ouais, j'ai un métier qui est extrêmement simple, c'est celui de consultant. Ah! Ouais, mais en fait, c'est Consultant en pas quoi? mais non, mais c'est consultant, c'est, consul apostrophe TEMPS. Ah oui, OK, j'ai compris. Eh ouais, non, c'est ça la petite blague. Non, non, je suis consultant, c'est-à-dire que j'accompagne des dirigeants d'entreprise, des indépendants, des entrepreneurs, des professions libérales, sur tout ce qui est question de gestion de temps, d'organisation. Avec 2 volets principaux. Il y a un volet qui est très, technique, on va dire. C'est, OK, je t'apprends à te servir de ton agenda, à te servir des outils qui te permettent de bien gérer ton temps. On va dire que c'est le 20 de mon métier et le 80 de mon métier, c'est plus côté, psychologie et vie interne de ce qui se passe dans ton cerveau et je t'aide à comprendre, bah, comment tu prends des décisions. Parce que le temps, en fait, c'est ça, c'est, je me sers de ce temps pour prendre des décisions, pour aller au bout de ces décisions, pour aller chercher des résultats. Et une décision ne vient pas sans un besoin préalable. Ça fait bête dit comme ça, mais en fait, c'est très logique. Et quand on ne sait pas ce que sont les besoins qui nous animent, bah, forcément, on prend des décisions qui vont nous emmener un petit peu dans le fossé. Et le but de l'opération, c'est de comprendre ce que sont nos besoins, ce que sont les meilleures décisions possibles pour, répondre à ces besoins-là et donc pour éviter de perdre du temps un peu trop souvent. Voilà. Hyper clair et c'est justement cette approche qui mixte, en fait, la gestion du temps, mais aussi une grosse partie de prise de décision, de psychologie, qui que je trouve hyper intéressante dans ton approche parce que Merci beaucoup. c'est vrai que le temps, on a tous alors là, on est tous sur le même pied d'égalité, on a tous 24 heures dans la journée, Il y a et c'est zéro vrai débat. que zéro débat là-dessus, voilà, on peut pas changer ça, et qu'est-ce qu'on fait de son temps? C'est vrai que, ben, en fait, ça demande, beaucoup de clarté et en fait, ça dépend d'un individu à l'autre et je crois que la phrase que j'entends le plus, surtout quand on est dirigeant, quand on est, entrepreneur, c'est: «J'ai pas le temps». Qu'est-ce que tu en penses toi de cette phrase? Bah, oui, personne n'a le temps. Je vais même aller un peu plus loin. Je pense que la deuxième phrase, la pire que j'entends de moi, c'est: «Ouais, le temps, c'est de l'argent» Ah non, ça s'achète pas. et en fait, c'est faux, voilà, exactement. Le temps ne s'achète pas. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, on est absolument tous égaux de ce point de vue-là. On a tous 24 heures par jour. Alors OK, les 24 heures, c'est une convention et on pourrait s'en passer. Mais, en fait, une seconde est égale une seconde pour absolument tout le monde et on ne peut pas acheter de temps. On peut acheter des services qui nous permettent de faire autre chose de notre temps, ça c'est vrai, mais on peut pas acheter du temps supplémentaire. On peut pas se dire à la fin de notre vie, «Ah ouais tiens, vu que j'ai mis, 1 000 000 de côté, parce que j'ai bossé comme un gros con toute ma vie, je pourrais acheter du temps en plus pour pouvoir continuer de profiter de la vie». Ça marche pas, hein, Mmh. même en science-fiction, à un moment donné, le lecteur, il te dit: «Ouais, mais non, mais là, je te suis pas là, ça voilà». Donc les gens qui vont dire: «J'ai pas le temps», à la fois je compatis, parce que je comprends très bien ce qu'ils sont en train de vivre et à la fois j'ai envie de leur dire: «Bah, OK, qu'est-ce qui fait que tu t'en es retrouvé à cet état-là?» Est-ce que c'est parce que vraiment tu as dit oui à beaucoup trop de projets et tu es complètement enseveli? Est-ce que, tu es juste peut-être mal organisé par rapport à un tout petit niveau ou nombre de choses qui te font être coincé à ce moment-là? Est-ce que c'est une manière un peu dédaigneuse de dire: «Bah, en fait, ton sujet, il m'emmerde et j'ai pas envie de te le dire frontalement, donc je vais juste te dire que j'ai pas le temps poliment». C'est possible aussi. Et il y a pas de mal à le dire aussi. Donc il y a toujours plein de raisons qui font qu'à un moment donné, on se retrouve à se dire: «Mince, j'ai pas le temps». Il y a plein de fois où j'ai pas le temps. Quand, mon gamin, il me dit: «Non, non, mais en fait, je veux rester jouer avec mes chaussettes devant la porte d'entrée au lieu d'aller à l'école». Je lui dis: «Bah non, en fait, j'ai pas le temps là, il faut que je t'emmène à l'école parce que j'ai des rendez-vous derrière». C'est normal. Donc il y a le côté, vie réelle qui nous rattrape versus, l'organisation qui fait qu'on se retrouve coincé et on se balade beaucoup entre les 2 en vrai. Ouais et puis obligation qu'on a, tous et Tous, toutes, plus ou moins. tous, Alors absolument après, il y a des obligations qui sont, effectivement, où on est vraiment obligé de le faire, et et c'est chiant. mais mais il y a des choses aussi qu'on choisit, de faire. Tu vois? Quand tu dis, enfin, tu vois, dans ce que tu dis, il y a aussi la priorisation, il y a aussi la délégation, il y a la gestion de l'agenda et cetera. Mais c'est qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je ne choisis pas? Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je ne priorise pas? Et tu vois, moi, j'ai souvent entendu, tu vois, tout ce qui est,
matrice d'Eisenhower ou les choses Mais comme ça. Ouais et moi j'ai jamais compris et pourtant j'ai essayé d'être appliquée là-dessus, mais tu vois le truc, qu'il faut que tu catégorises, qui est, prioritaire, urgent, non urgent, machin et tout. Heu, Moi j'ai jamais, trop su comment faire. bon, Qu'est-ce que tu penses de ce genre de méthode? Je pense que j'ai compris d'ailleurs le fond de ta pensée avec ta réaction. Heu, mais et pourquoi selon toi, ça a ses limites? Ou en tout cas ça ne fonctionne pas aussi bien que d'autres méthodes? alors évidemment, je suis très catégorique dans ma réaction à un outil comme la matrice d'Eisenhower. Je le suis autant pour, à peu près tous les auts outils Oui, il y a parce que, Pomodoro et cetera aussi, voilà, en fait, le fond de ces la limite de ces outils, c'est de dire, «Oui, oui, nous marchons, donc il faut que ça marche pour tout le monde». C'est un peu, le mythe du Miracle Morning il y a quelques années ou de la douche glacée au réveil. Ouais, quelle ouais, horreur. c'est cool, ça a marché pour toi, ô inventeur de la douche glacée, qui n'est pas l'inventeur de la douche glacée parce qu'il y a forcément plein de gens avant toi qui y ont pensé, mais c'est toi qui l'as, démocratisé ou qui l'a vulgarisé et c'est cool. Mais en fait, c'est pas parce que ça marche pour toi et c'est pas parce que ça marche pour 90 de la population que ça doit être, placé comme, horizon non dépassable de la gestion du temps et des outils de gestion de temps, tu vois? Ce serait un peu trop facile si ça pouvait se résoudre de cette manière-là. Alors, pour rappel, la matrice d'Eisenhower, c'est un outil tout con qui te dit que tu peux séparer en 4 catégories toutes les tâches que tu peux avoir selon qu'elles sont urgentes ou non et importantes ou non. Et bah, tu vois, pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur un post sur LinkedIn. Enfin, un post intelligent à propos de la matrice d'Eisenhower qui dit que ça ne fonctionne pas parce que dans l'état d'esprit d'un dirigeant, tout est urgent. Absolument tout est urgent et que parce que tout est urgent, bah, on ne sait plus catégoriser le niveau d'importance de nos fameux sujets, y compris quand ce sont des sujets qui sont pas nécessairement urgents, mais qui sont extrêmement importants pour la vitalité de notre entreprise. Et comme on est des espèces de rats de laboratoire complètement shootés à la dopamine, et c'est pas une critique ou un jugement, c'est un état de fait, le cerveau est complètement shooté à la dopamine, et ben, on va se concentrer beaucoup plus volontiers sur les sujets urgents, qui nous font nous donner une petite valeur à instant T, maintenant, tout de suite. Mais alors par contre, dès que c'est un sujet qui est vraiment très important, mais qui est pas nécessairement urgent, parce que ouais, notre vie, elle est pas, suspendue à la réalisation de cette tâche-là. Par contre, sur le long terme, la vie de notre entreprise peut l'être, bah, on va moins avoir envie d'y aller. Parce qu'on a la flemme, parce que le shot de dopamine, il est beaucoup moins intéressant, parce que, il faut demander de l'aide à quelqu'un d'autre et puis ouais, alors soit j'ai pas envie, soit j'ai la flemme, soit, la considération que je vais avoir par rapport à mon ego va faire dire: «Ouais, mais en fait, si je vais le voir, je vais peut-être me dévaloriser, donc je vais pas le faire». Il y a toutes ces histoires, en fait, qu'on se raconte, dont on se rend pas forcément compte, mais on se les raconte quand même et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un état de fait. Je suis le premier à me dire, quand je dois demander de l'aide à quelqu'un: «Ouais, mais peut-être qu'il va me déconsidérer et donc je vais moi-même mal me sentir si je sens qu'il me déconsidère». Et puis comme en plus je me raconte cette histoire, j'ai même pas besoin qu'il me déconsidère vraiment. Je vais me déconsidérer par le prisme du regard que j'ai de moi-même à travers lui. Tu vois? C'est des espèces d'effets billard et d'effets ricochets qui sont très vicieux. Bon, ça ne peut pas marcher cet état de, je sépare l'urgent ou l'important parce qu'il y a tous ces biais de cerveau-là. Il faut, pour que ça fonctionne, avoir une volonté de faire et la volonté, c'est un réservoir qui se vide très vite, ou il faut avoir énormément de moyens. Quand on est un mec comme Eisenhower, qui avant d'être président des États-Unis était quand même général d'armée, qui a organisé le débarquement, allié en Normandie et cetera, qui a failli, foutre la France, complètement, dépendante de la volonté des États-Unis. Bon, ça c'est la petite parenthèse, politique. Historique. Mais ce mec-là, il avait tout pouvoir sur une armée entière de mecs. Donc c'est extrêmement facile de dire: «Ça, c'est important, je le fais maintenant. Ça, c'est urgent, mais c'est pas très important, je peux le déléguer». Je ne recommande jamais à mes clients d'apprendre à déléguer. C'est une connerie monumentale. Il faut jamais apprendre à déléguer, avant quoi que ce soit d'autre. Bon, pour en revenir à la matrice, c'est pas un très bon outil quand on est habitué à être sous le feu, quand on est habitué à gérer beaucoup de choses soi-même et quand on a un rapport à la délégation et au management qui est très bancal. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je peux recommander et je remercie cet auteur, dont j'ai oublié le nom,
d'avoir, pris le pas de ce que moi je suis en train d'essayer de faire depuis des années, à dire: «Arrêtez de vous appuyer sur des outils comme la matrice d'Eisenhower pour décider». Ça tient un peu, mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer sur le long terme, c'est pas possible. Ouais, tu vois? Et puis, enfin, moi, dans ma posture de dirigeante, c'est vrai que effectivement, pour moi, tout est urgent et limite tout est urgent important, Bien sûr. mais dans l'urgent important, il peut y avoir un truc qui est au-dessus, enfin qui est plus important, plus urgent, mais si ça me fait profondément chier, pardonne-moi l'expression, de le faire, bah, en fait, même si c'est important, urgent, que je l'ai mis dans ma case, de ma matrice, ça Ouais, c'est ça. marchera pas. Moi, j'ai un D'où la cerveau volonté. qui, ouais, non, mais c'est ça, mais moi, j'ai un cerveau, en fait, si j'aime pas, si ça me j'y vais pas, en fait, et du coup, je délègue. Mais du coup, tu disais qu'il faut pas apprendre à déléguer? C'est Non. quoi ta position là-dessus? Alors, j'ai une position qui est extrêmement tranchée là encore et je vais habituer tous les auditeurs au fait que je sois tranché là-dessus. Je vais pas la nommer parce que pour le coup, elle, j'ai son nom en tête, mais je ne veux pas lui faire du tort. Je vais parler encore une fois d'une publication que j'ai lue sur une nana qui se dit: «Ouais, moi c'est cool, je délègue». Hem Et elle a un biais d'entrée sur cette question qui est un peu malheureux à mon sens. Et c'est pas, de l'antiféminisme primaire de ma part. Parce qu'elle, elle dit: «Bah, voilà, moi, comme, je suis une dirigeante et que je suis en plus une mère de famille, bah, forcément, j'ai 1 million de trucs à penser». Et je reconnais qu'il y a des considérations qui font qu'on peut avoir plus de choses à penser que d'autres. Et sa stratégie, c'est de dire, à l'époque, c'était Noël, bah, voilà, en fait, moi, j'ai, beaucoup de cadeaux de Noël à acheter pour mes enfants, pour les cousins, pour les neveux, pour les nièces, pour les tatas, les tontons, et cetera. Bah, donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais déléguer ça à ma collaboratrice. Ça va pas ou quoi? Tu es en train de me dire que toi, Ouais, femme, tu es chargée de charge mentale à prendre des cadeaux, donc tu vas déléguer ça à une autre nana? Ça peut pas marcher. C'est-à-dire que oui, OK, techniquement, mathématiquement, le fait de te dire: «Je vais lâcher quelque chose pour que quelqu'un d'autre le fasse à ma place», ça va me décharger moi. Oui, OK. Mais sauf que si ta charge, tu la donnes telle quelle à quelqu'un d'autre, la charge n'a pas disparu pour autant. Donc déjà, la première question à se poser, c'est: qu'est-ce que la tâche que je dois faire ou que je vais faire faire va solutionner comme problème, ou pour moi, ou pour mon entreprise, ou éventuellement pour le client, ou pour le bien de l'humanité, si tu veux? Mais si ton problème, c'est d'acheter des cadeaux, c'est pas une question de charge mentale, c'est une question d'organisation. C'est une ouais. question de savoir, est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est à mon mari de le faire? Est-ce que c'est à ma femme de le faire? Est-ce que c'est à ma maman de le faire? Est-ce que c'est à mon fils de le faire? Je ne sais pas. Mais c'est pas une solution en tant que telle que de dire: «C'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place», parce que ça reste un problème. Donc déjà, si on mesure, est-ce que ce problème, il est vraiment pour moi ou est-ce qu'il est pour quelqu'un d'autre? S'il Mmh. est pour moi, bah, ça n'a pas vraiment de vertu ou de valeur de le faire faire à quelqu'un d'autre, quitte à ce que ce soit mon assistante et qu'elle soit payée pour ça, qu'elle soit payée très cher pour ça. On revient à le temps, c'est de l'argent, hein. C'est pas parce que tu es très, très, très bien payé pour faire un job de merde que ça veut dire que ça a plus de valeur. Ça reste un job de merde. Donc tu vois, je suis très prudent sur ce que je dis et en même temps assez cassant, parce que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Dans le cadre d'un fonctionnement d'entreprise, quand tu délègues, qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu es complètement au clair sur le fait que la personne à qui tu délègues, elle est qualifiée pour ça et elle va pas venir te péter les pieds avant pour être bien sûr de: «Ah, est-ce que c'est bien, bien comme ça, comme ça, comme ça que je dois le faire?» et après, est-ce que j'ai vraiment bien fait et cetera et cetera? Et est-ce que toi, tu vas pas venir l'emmerder à dire: «Ouais, mais en fait, moi, je l'aurais fait comme si, ouais, mais là, en fait, tu as fait ça qui était pas bien et puis là, le paragraphe 3 il va falloir que tu me le réécrives parce que c'est pas du tout comme ça que je l'aurais voulu». En fait, tu l'as pas délégué, tu as sous-micromanagé un truc sur lequel tu as passé beaucoup plus de temps avant et après que juste je le délègue et je fais confiance entièrement à la personne. Et ça, c'est du management. Ouais. Et ça, il y a très peu de gens qui savent le maîtriser vraiment. C'est pour Oui, ça c'est que je ne ça. parle jamais de délégation. OK, OK, donc je comprends mieux la subtilité, mais c'est vrai que, tu vois, moi, effectivement, je délègue des tâches à une équipe, mais moi, dans mes recrutements, j'étais très claire sur la fiche de poste avec, bah, les éléments, en tout cas, que je voulais déléguer, parce que justement, moi, je ne voulais pas micromanager. Donc Bien c'est-à-dire sûr. que, je vais pas être là, à changer la virgule et machin et trucs, à chaque fois. Par contre, je recrute, c'est mon critère de recrutement numéro un, c'est je recrute des personnes qui sont meilleures que moi sur les sujets. Et c'est le seul Hem, recrutement c'est le seul critère de recrutement qui vaille. voilà, parce que je me dis, en fait, si alors je me jette pas des fleurs, mais si je peux faire mieux,
il y a pas de raison que je délègue. Enfin bon, après voilà, c'est chacun qui voit midi à sa porte, mais en tout cas, si c'est délégué pour micromanager derrière, Ça n'a aucun intérêt. bah, en fait, ça rajoute encore des blocs de temps dans ton agenda, quoi. Enfin Exactement. et en plus de la charge mentale, donc ça, Et il est là le piège. Et en fait, tu peux recruter quelqu'un qui n'est pas forcément meilleur que toi au départ, mais si tu délègues «bêtement» entre guillemets, il va jamais devenir meilleur que toi. Donc l'intérêt, c'est pas d'apprendre à déléguer à ces gens-là, c'est d'apprendre à faire en sorte qu'ils soient meilleurs que toi. oui, c'est Si ça. tu as, les 4 étapes du management qui sont extrêmement bêtes, je fais pour, je fais avec, je fais faire et ensuite je laisse faire. Beaucoup de gens veulent aller dans le laisser faire tout de suite, mais se rendent Non. compte que comme c'est de la délégation, au lance-pierre, ils sont obligés de revenir à du faire pour. Et c'est pour ça qu'il y a une relation de management qui est extrêmement désagréable et qui est pas du tout vertueuse en termes de gestion de temps, ni même en termes de gestion de la tâche en elle-même. Alors que si au début on est avec du faire pour et qu'on se dit: «OK, c'est parce que je vais faire pour le collaborateur et lui montrer comment on fait, que je vais peut-être le faire avec». Une fois que je vais faire avec lui, il va de plus en plus prendre l'autonomie sur le poste, je vais pouvoir lui faire des choses, peut-être vérifier de temps en temps et après la confiance va se créer et je vais donc pouvoir lui laisser faire ces choses-là. Bon Mmh. ça, c'est des choses que je peux déployer avec beaucoup plus de précision dans l'accompagnement que je vais proposer à mes clients quand ils sont concernés par ce type de problème-là. Mais ces étapes-là, elles sont extrêmement simples, mais si on va trop vite, on casse tout et c'est pas bon. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Moi, c'est enfin, en tout cas, à l'agence, quand il y a une nouvelle personne dans l'équipe, il y a l'onboarding, on fait un point au bout d'une semaine, on fait un point au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois et pendant le premier mois, là, justement, je vais relire, faire des feedbacks et cetera. Par contre, moi, j'ai des filles ça fait 1 an qu'elles sont là. Bon, bah, voilà, si elles ont Ça avance tout besoin, seul. si elles ont une question, je suis là. Mais en tout cas, je vais pas, voilà, l'idée, c'est justement que ça me décharge et toi, tu es formé à la psychologie, enfin, il me semble, à la psychologie, aux neurosciences, et cetera. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu mixes 80 de ton travail sur ces notions-là? Qu'est-ce que tu as Ma question, c'est plutôt qu'est-ce que tu as remarqué sur le terrain, avec les clients que tu accompagnes et qui t'a montré que ces 80 là de psychologie et cetera étaient indispensables pour résoudre cette problématique de gestion du temps? Tu vois, en ce moment, on est en train de s'émerveiller devant les prodiges de l'IA et on en est même à se dire, «Putain, il y a énormément de choses que je peux déléguer à l'IA». En tout cas, je peux laisser l'IA le faire à ma place et bah, la remarque que je fais, c'est, en fait, on a un excellent marteau, le meilleur marteau du marché. On peut tout faire avec ce marteau. Oui, sauf que si, au bout du compte, on ne sait pas demander: «Est-ce que j'ai besoin d'un marteau ou est-ce que j'ai besoin d'un tournevis pour résoudre mon problème?» Bah, on est en train de confier notre, capacité à faire quelque chose à un marteau, alors qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si c'est vraiment d'un marteau dont on a besoin. Et le côté neurosciences et psychologie dont tu parles, il est exactement en train de répondre à cette question. C'est: «De quoi j'ai besoin?» Ça ne sert à rien de se précipiter sur le meilleur outil du marché qu'on vous a vendu tel quel, si vous ne vous êtes pas posé la question au préalable de savoir: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Et c'est un peu con parce que c'est exactement ce que je dis à mes gamins quand je fais les courses avec eux qui me disent: «Ouais papa, papa, je veux ce truc-là». Je dis: «Bah ouais, mais en fait, est-ce que tu en as vraiment besoin?» Alors, je suis un peu père con et cassant avec mes enfants de ce point de vue-là, je le reconnais, mais c'est aussi pour les habituer à se poser une question de: «Est-ce que c'est beau et ça me plaît et je le veux? Ou est-ce que c'est beau, ça me plaît, je le veux et en plus je me suis assuré d'en avoir besoin?» Parce que si c'est beau et ça me plaît et je le veux, OK, ça va traîner dans un placard au bout de 2 minutes. Alors que si c'est beau et ça me plaît et en plus j'en ai besoin, vous allez en utiliser toute votre vie. C'est très différent. Ça dépend de ce que vous achetez dans le magasin, évidemment. Mais c'est ça l'esprit, c'est de se dire, à partir du moment où j'utilise la neuroscience et la psychologie pour comprendre comment mes clients fonctionnent, pour les aider à comprendre comment ils fonctionnent, ils sont ensuite autonomes dans les choix qu'ils vont faire. Ils dépendent plus d'une espèce de croyance de: «Bah ouais, mais c'est la fatalité et comme je suis chef d'entreprise, je suis obligé d'en chier». Ça va pas du tout. Ils vont dépendre de: «Je sais de quoi j'ai besoin, je sais quelle est la vision que je veux incarner dans mon entreprise et quand je fais la jonction entre les 2, je sais ce que je peux utiliser sur le marché ou dans mes propres ressources pour obtenir ce résultat-là». C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus satisfaisant et on dort beaucoup mieux et tous mes clients le disent. J'ai aucun doute là-dessus, heu, mais tu vois, il y a aussi quand finalement enfin, je veux le dire clairement, quand notre agenda il dégueule, et que du coup tu te retrouves,
à 19h le soir et en fait, tu as même pas commencé les tâches que tu devais faire, moi, ça C'est une m'est mauvaise arrivé journée. à comment? C'est une mauvaise journée. Ah non, c'est une sacrée mauvaise journée, que tu rentres et puis après tu as le côté perso qui prend le dessus, enfin, tu vois? Et du coup, tu es un peu dans cette, insatisfaction permanente, Ouais, heu exactement. et du coup, cette notion aussi, je vais aller plus loin, mais cette notion d'avoir l'impression de sacrifier une partie de toi, tu vois? Exactement. Parce que, Exactement. enfin, moi, des journées comme ça où pareil, hein, j'avais mon agenda qui partait dans tous les sens, où je me faisais des journées, à rallonge, en fait, j'avais l'impression réellement de sacrifier ma vie pour ma boîte, tu vois? Donc bon, après voilà, ça s'ajuste, ça se modifie, ça se travaille, mais il y a cette notion de sacrifice pour moi aussi. Et c'est un des plus gros pièges dans lequel on peut tomber. Parce que c'est un mot qui revient tous les jours dans mes accompagnements et dans les rencontres que je peux faire avec des dirigeants de vraiment de tous les horizons. Il y a à la fois un modèle qui nous vient il y a très, 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 très longtemps et à la fois quelque chose qui a l'air de persister malgré le fait que justement on a des outils de ouf, on a une informatique, de plus en plus puissante, enfin, je fais une mini parenthèse. Il y a, allez, on va dire il y a 70 ans, nos grands-parents produisaient en moyenne, en 1 heure, 3 fois moins de richesse que nous. On est en mesure, en 1 heure, de produire 3 fois plus de richesse que nos grands-parents à l'époque. Donc grosso merdo, on devrait travailler 3 fois moins qu'eux. Grosso merdo, hein, allez, 3 pouillèmes près. Allez, 2 fois moins qu'eux pour être très généreux. C'est le cas? Ah non, je ne pense pas, mais Ah tu non, vois, non, il y mais non. a On bosse presque 2 fois plus qu'eux parce plus. qu'on va ramener les mails à la maison, on va continuer de bosser en vacances, on va regarder un petit truc vite fait avant de s'endormir le soir et cetera. Ça ne pouvait pas exister chez eux. Ça ne pouvait pas du tout exister et le samedi et le dimanche, c'était relativement sacré. Alors OK, tu avais des entrepreneurs qui bossaient aussi le samedi et le dimanche, mais qui avaient une notion de la séparation entre le pro et le perso qui était beaucoup plus claire que la nôtre. Alors, le fait est que du point de vue du cerveau, il y a pas de séparation entre le pro et le perso. Ce qu'on fait dans le perso et ce qu'on fait dans le pro, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire continuer de prendre des décisions pour continuer de garantir la survie. Le cerveau, il a qu'une obsession, c'est: «Je dois garantir la survie de mon porteur à instant T». Ce qui va se passer dans une semaine ou même dans 1 heure, j'en ai rien à carrer. Je veux la survie maintenant, donc je dois prendre une décision maintenant. Plus je perds un peu le fil de ce que tu voulais dire, mais plus on va noyer cette distinction et se dire: «Oui, mais c'est pas grave, j'y reviens. Je vais faire ça aujourd'hui parce que c'est un mal nécessaire ou peut-être un bien nécessaire en termes de sacrifice pour mon entreprise». Bah, peut-être qu'on se pose pas la bonne question. Un sacrifice, c'est quoi? C'est un engagement, au sens religieux du terme, avec une divinité qui va nous donner ce qu'on veut en échange de ce qu'on va accepter de sacrifier. Je vais accepter de me séparer de quelque chose qui est peut-être important pour moi, en échange d'autre chose de la part de la divinité. Bah, genre, bah, ouais, j'ai une poule dans mon poulailler, bah, je vais sacrifier ma poule pour que, le dieu là-haut puisse, lâcher de la pluie parce que mon champ est en train de mourir. Tu te rends compte que le côté random de la pratique, il est un petit peu ouf, mais, sauf que ça a marché, dans l'esprit des gens pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années. Et dans le monde de l'entreprise, c'est de se dire: «Bah, ouais, ouais, en fait, je suis OK, je vais sacrifier, ma vie de famille, je vais sacrifier ma vie sociale, je vais sacrifier ma santé, pour qu'en échange, j'ai une entreprise pérenne». Alors moi, je sais pas, mais quand tu le dis comme ça, tu te dis: «On est complètement taré». On est complètement taré de penser des choses comme ça, tu vois? Oui, Je le oui. dis avec un peu d'humour, mais en fait, on est complètement fou. D'autant plus, et j'y reviens, qu'on est capable de fabriquer 3 fois plus de valeur et de richesse en 1 heure que nos grands-parents. Donc cette notion de sacrifice, elle aurait dû disparaître complètement. Pourquoi elle a pas disparu? Je pense que déjà, il y a 70 ans, il y avait pas cette question de est-ce qu'on a du droit à la déconnexion? Il y avait pas de cette connexion, H24. Je pense que ça peut être, une des pistes. Après, je pense Raison de qu'en fait, plus. on est quand même dans cette, surstimulation quotidienne et dans ce toujours plus, tu vois? Bien sûr. Et en fait, tu as des milliers de stimuli, à la seconde, en fait, dans ta Ouais, journée et je pense que du coup, ça nous empêche d'être focus à un certain moment, tu vois? exactement.
Et c'est ce sujet focus qui est un des problèmes à lever. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton travail, c'est de gérer l'urgence, tu n'es plus focus sur ta vision. La Mmh. vision, c'est quoi? C'est de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va servir la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine qui va servir le mois prochain? Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain qui va servir l'année prochaine?» et cetera, et cetera. C'est-à-dire que si tu n'as pas, dans ton filtre de décision, un focus sur aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois suivant, et cetera, jusqu'à peut-être qu'est-ce que va être ma boîte dans 100 ans? Un peu surréaliste, mais c'est bien aussi de se dire: «Ça va être quoi ma boîte dans 100 ans si je fais ça?» Bah, tu prends une autre manière de regarder ce que c'est que le problème, de ce que c'est que l'urgence. Les dirigeants et malheureusement qui sont très nombreux à courir derrière toutes les urgences tout au long de la journée, qui éteignent des incendies tout au long de la journée, ils n'ont plus le focus sur ce qui va être à la fin de l'année. Ils attendent la fin de l'année en se disant: «Oh c'est cool, on a survécu et on s'en est bien sorti», mais à quel prix? Mmh. Heu, je perds mes idées, à mesure qu'on parle et je te prie de m'excuser. Non, non, je Mais, t'en prie. Mais, mais tu vois ce sujet de bon, sacrifice, on a compris, mais, donc concrètement, en fait, être toujours dans l'urgence, ça nous empêche d'être focus sur notre objectif, enfin, sur notre vision long terme. ouais, Hem, mais tu vois, une fois qu'on a dit ça, il se passe quoi? C'est-à-dire concrètement, je suis dirigeante, j'ai ma vision, mais du coup, je j'arrive plus à la voir tellement je suis dans la gestion quotidienne de l'urgence. C'est quoi concrètement? Enfin, est-ce que tu as genre une méthode un peu, alors, je te demande pas le hack magique miraculeux, ça marche pas comme ça, ouais, j'ai un mais, hack, ouais. mais tu vois des peut-être des un ouais, des questions à se poser, parce que moi, je sais que j'ai été cette dirigeante qui gérait, l'urgence, en permanence, en plus d'être du coup insatisfaite d'elle-même, en permanence. N'est-ce pas? Hem et bon, heureusement, fort heureusement, j'ai réussi à changer, mais tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué, des choses extraordinaires, tu vois? Est-ce que toi, avec ton expérience, avec les dirigeants que les entrepreneurs que tu accompagnes, est-ce que tu as, des petites recos? En fait, je peux pas avoir de recos, toutes faites, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous avez en tête et quand bien même je me base sur ce que vous me dites, je peux pas savoir ce qu'il y a vraiment dans votre tête, mais je vais quand même me baser sur ce que vous me dites. Je te donne un exemple, d'un agent général d'assurance. Donc il y a quelques collaborateurs avec lui. C'est un type qui est assez connu dans le bled où il est, parce que bon, forcément, dès qu'il y a un problème, les gens se tournent vers lui parce que c'est lui qui règle le problème du point de vue de l'assurance, donc c'est toujours très très valorisant, n'est-ce pas? Et ce qui est très rigolo, c'est que, il m'est recommandé, donc je le connais pas forcément, j'ai jamais tellement, parlé avec lui avant un premier rendez-vous et dès l mais vraiment la minute du début de ce rendez-vous, je perçois un truc chez lui qui me fait me dire: «C'est marrant parce que lui, je l'aurais jamais vu agent d'assurance». Je sais pas l'expliquer. Mais je me dis: «Ce mec-là, il c'est un peu une poule au milieu d'un zoo de léopards», tu vois? C'est très bizarre. Alors, c'est pas tellement le tempérament d'une poule, mais c'est l'image qui m'est venue. Et donc je le fais parler de, «OK, qu'est-ce qui vous arrive? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce qui fait que, si on bosse ensemble, vous vous diriez: "Bah, j'ai bien fait de venir avec JBB parce que, là, c'est bon, je dors mieux, je suis plus satisfait de mon entreprise", et cetera. Et il m'explique que, je la fais très courte, mais en gros, quand il est au bureau, bah, il, regrette de pas être à la maison et Mmh. quand il est à la maison, il regrette de pas être au bureau parce que à la maison, il y a ses enfants qui l'emmerdent, il y a tout un tas de trucs qu'il aimerait faire, mais que dès qu'il le fait, soit il est dans l'auto-culpabilisation, soit il est dans le reproche de la part de ses enfants ou de sa femme et donc en fait, il est heureux nulle part. Horrible. Donc c'est pas spécialement le meilleur plan de carrière ou le meilleur plan de vie qu'on puisse imaginer. Mais comme il se sent coincé où qu'il aille, il n'est bien nulle part et moi, ma stratégie, ça a été de le faire creuser sur qu'est-ce qui l'anime au plus profond, de quoi il a besoin au plus profond et comment est-ce qu'il, prend entre guillemets «la responsabilité» de ses besoins, non pas pour envoyer chier sa femme, mais pour aussi lui dire: «Bah, en fait, moi, j'ai besoin de ça, je fonctionne comme ça et c'est parce que je vais réussir à nourrir positivement ce besoin-là, que je vais être d'autant plus efficace dans le reste».
C'est-à-dire que si moi je suis pas heureux au boulot et puis qu'en plus à la maison je me fais engueuler, je vais pas pouvoir être dans une relation positive avec toi. Par contre, si je suis, dans un univers où je peux à peu près me nourrir correctement, de mes besoins et où je fais mon boulot correctement, je reviens forcément beaucoup plus positif à la maison parce que je sais que j'ai coché toutes les cases et que je vais continuer de le faire grâce à toi. Donc tu vois, c'est pas seulement ce qui se passe au bureau qui se joue, c'est, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe, dans, toutes les croyances qui vont nous animer. Moi, je suis persuadé que ce mec-là, même si c'est un excellent, assureur général, c'est un monsieur qui a beaucoup plus de qualité à être dans le spectacle, à être dans dans la relation, dans la spontanéité, dans quelque chose qui est pas aussi sérieux que ce qu'est un agent général. Il faut des agents généraux, mais lui, il était pas prédestiné à ce monde-là. Je sais pas comment il y est arrivé. Je sais pas ce qui l'a motivé à arriver là, mais n'empêche qu'au départ, il ne fait pas partie de ce moule-là et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de s'entêter dans quelque chose qui ne correspond pas à qui on est. Ce qui est grave, c'est de croire que c'est parce qu'on n'est pas de ce moule-là qu'on ne peut pas y rester. Il peut y rester, mais s'il nourrit d'abord positivement ses besoins de contact, d'amusement, de fun et de spontanéité. Et c'est possible dans le monde de l'assurance, si tu veux. Mais si lui, il se rattache à: «Ouais, mais un assureur, ça doit faire ci, un père de famille, ça doit faire ça et un entrepreneur, ça doit faire ça va forcément pas passer. Ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer». Et c'est parce qu'il a entendu ça, qu'il s'est donné les moyens de: «OK, tiens, je l'organise ça comme ça. J'apprends à utiliser mon agenda en fonction de ce qui je suis, de ce dont j'ai besoin». Bah, ça va beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment revenir mais ça tu vois, ça m'a fait écho là quand tu disais, «C'est quoi mes besoins?» Et c'est vrai qu'au moment où moi j'avais l'agenda qui partait dans tous les sens et du coup où j'étais pas heureuse ni en perso ni en pro parce que du coup j'avais toujours l'impression de faire le grand écart entre les 2. Hem, J'étais en train de faire une thérapie et elle m'avait fait faire, alors je sais plus le nom, mais je crois, il y a 7 éléments, social, perso, finance et cetera, et tu dois évaluer entre 0 et 10 comment tu te Ouais, OK. situes sur cette sphère-là, et après ça fait une représentation et tu vois un peu, il y a le professionnel aussi dedans, et tu vois un peu les déséquilibres, et du coup, tu arrives à identifier plus facilement: «OK, bah, en fait, là je me sens pas forcément, bien parce qu'il y a un énorme déséquilibre sur, le perso, sur la famille, sur, peu importe». Ouais, Et du OK. coup, ça te permet de prendre les choses petit à petit et de pas, entamer tout le chantier. Mais de ce que je comprends, en tout cas de ce que tu dis, c'est quand même il y a quand même un travail d'introspection à faire, Oui, obligatoire. Désolé. avant de se pencher sur l'agenda. Et c'est vrai que l'introspection, c'est quelque chose il y en a beaucoup qui Bah, on n'a pas le temps, quoi. j'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Non, non, bah, Hem on n'a pas le temps, j'ai mieux à faire, j'ai un sanglier sur le feu et cetera. Enfin, c'est et à la fois je le déplore et à la fois c'est normal. Maintenant, c'est comme quand, tu veux gagner 1 million d'euros. Bah, si tu veux gagner 1 million d'euros, tu es peut-être obligé d'en investir un petit peu au début, peut-être de faire un emprunt à la banque pour, avoir les 10 000 premiers. Et c'est parce que tu bosses intelligemment sur ces 10 000 premiers euros que tu as investis que tu vas réussir à décrocher 1 million. Le temps n'est pas de l'argent, mais il fonctionne un peu de la même manière. Tu ne peux pas gagner du temps si tu ne prends pas un peu de temps pour faire le travail au départ. C'est pas possible. Et c'est pour ça que les hacks magiques, c'est Ah, ça marche pas. Non, mais heu, dans c n'importe quelle sphère, de la vie, de hein, toute façon. les hacks, moi, dès qu'il y a hack, recette miracle, c'est je me dis: «OK, bullshit». Hem Et est-ce que tu dirais que bien gérer son temps, c'est réussir à vouloir, enfin, réussir à faire tout rentrer dans sa journée? Non. Bien gérer son temps, c'est le fait de te dire à la fin de ta journée: «J'ai fait le pas dans la bonne direction». Tu peux avoir des journées catastrophiques où tu as effectivement que des emmerdes. Est-ce que tu as bien géré ces emmerdes? Est-ce que tu as fait le minimum vital? Est-ce que tu as fait un pas dans la direction de ta vision pour que cette journée, elle serve à cette semaine, que cette semaine serve à ce mois-ci, et cetera, et cetera? Tu as des journées où tu vas te dire: «Bah, vraiment, j'ai fait tout petit pas, hein, tout petit, petit pas». OK, mais tu l'as fait dans la bonne direction. Tu as un peu subi ta journée, mais tu as pas lâché le manche. OK, tu as bien géré ton temps. Parce que gérer son temps, c'est aussi gérer, ce qui se passe dans la vie réelle autour de nous.
et on a des journées de merde quand on est dirigeant. Mais il y a une différence entre c'est la même journée de merde qui se répète et que je subis en permanence et ah bah ouais, là aujourd'hui c'était un peu chaud, mais OK, on s'en est sorti. On a mis en place ce qu'il fallait pour demain, pour le reste de la semaine et ça va bien se passer. C'est pas la même chose du tout. Ouais. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais, non, non, mais, je réfléchissais parce qu'en t'écoutant, enfin, ça a l'air d'être tellement, limpide dans ta tête, mais tu me diras en même temps c'est logique, c'est ton métier, c'est ce que tu fais au quotidien. Excusez-moi. Et mais du coup, ça a toujours été le cas? Enfin, c'est-à-dire, avant d'être entrepreneur, il me semble que tu étais salarié. Ouais. Est-ce que quand tu étais salarié, tu avais une gestion du temps qui était enfin, comment tu te situais par rapport à tes collègues? Est-ce que tu avais Ah, des journées à rallonge, tu vois? c'était catastrophique. Ah, Non mais alors pas dans le sens auquel tu peux t'attendre, mais c'était quand même catastrophique. Tu as 2 choses qui se complètent. La première c'est, on est lundi, voilà et mon manager vient me voir et me dit: «Tiens voilà, j'ai tel sujet, tel appel d'offres à bosser, tel truc à hein, tu peux finir ça d'ici, mercredi soir?» Mercredi soir, OK, pas de problème. Bon, je vais toquer à la porte de mon manager mercredi soir: «Ah non mais attends, excuse-moi, j'ai pas le temps, on peut voir ça demain?» OK. Le lendemain, j'y vais: «Non mais en fait là on peut voir cet après-midi?» «OK». On ouais, en fait non là, puis demain je serai en réunion avec le codir toute la journée, on voit ça lundi. En fait, je passais plus de temps à attendre que mon manager puisse débriefer la tâche qu'il m'avait donnée que de la faire. Déjà, c'était un peu mal barré et puis mes collègues directs, bah, je sais pas pourquoi, mais ils ramenaient du boulot à la maison le soir, ils bossaient le week-end. Moi, j'avais fini mes journées, enfin à 14h, je me commençais à m'emmerder sérieusement. Donc je vivais assez mal, le temps passant en entreprise. Je lisais des bouquins en PDF sur mon ordi, enfin ah, bah, on dira pas, moi je faisais exactement la même chose, à partir de midi, je faisais non mais tout, voilà. tout sauf mes tâches. Donc il y avait des moments un peu chauds, dans le sens où, oui, OK, là, il faut que je sois beaucoup plus, concentré et pas diffus dans ma manière d'être et dans ma manière de faire, mais c'était extrêmement rare et c'est justement parce que, ces managers n'étaient pas toujours très dispo quand ils, disaient l'être que je me suis posé la question de, en fait, comment est-ce que les gens décident? Comment est-ce que la hiérarchie va avoir un rôle d'exemple plus ou moins délétère auprès de leurs, collaborateurs et de leurs subordonnés et donc il y a 6 ans, bah, j'ai proposé, un regard à un dirigeant que je connaissais, j'en ai proposé ça à un deuxième, un troisième, et cetera et puis, bah, 6 ans et quelques plus tard, ça Tu tient es la route, quoi. Je suis là. et donc il y a jamais un moment dans ta vie où tu t'es senti débordée? Je suis pas débordé, je manque de temps, mais je ne suis pas débordé. C'est-à-dire qu'être débordé, être débordé, c'est avoir accepté trop de choses en même temps. Je peux te raconter ça, mais je veux faire la différence entre être débordé et manquer de temps. Moi, aujourd'hui, je regrette d'avoir peu de temps pour, lire autant que je le voudrais, pour regarder autant de films que je le voudrais, pour, jouer à autant de jeux vidéo que je voudrais, pour, parler à autant de gens que je voudrais et cetera. Bon, mais, bon, bah, on a 24 heures par jour. Être débordé, c'est, je pars du principe que je vais réussir à faire tout ce que je veux. Du style, Mmh. lire tous ces bouquins et cetera, mais dans le cadre du travail, c'est, oui, oui, bien sûr, je vais écrire tous ces mails, oui, oui, bien sûr, je vais appeler tous ces clients en prospection. Oui, bien sûr, je vais aller à tous ces salons et cetera et rappelle-toi ce que je te disais tout à l'heure, comme le cerveau se fiche de savoir ce qui va se passer dans une demi heure ou même dans une minute, il oublie, mais très, 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 très vite qu'on a que 24 heures par jour Mmh. et donc si j'ai la tendance à ne pas trop m'appuyer sur mon agenda, si j'ai la tendance à ne pas trop cadrer le temps que je vais prendre pour chacune de ces tâches. Si je n'ai pas l'habitude de m'arrêter quand j'ai décidé que j'allais m'arrêter, parce que ça fait 1 heure que je suis sur ce sujet, que j'avais dit que j'y passerais 1 heure et cetera. Bah, en fait, dans notre tête, ça je peux, bah, bien sûr que je peux, ça je peux, ça bien sûr que je peux et en fait, je fais des listes à rallonge de tout ce que je veux faire jusqu'à ce que je me rende compte que: «Oh bah merde, il est déjà 23 heures. J'ai bossé toute la journée et en même temps, je n'ai pas forcément eu le sentiment d'avoir beaucoup avancé». Mais c'est normal que tu aies pas le sentiment d'avoir beaucoup avancé, parce que tu fais la différence entre tout ce que tu as prévu versus ce que tu as réellement fait. Le gap, il est énorme, donc tu as l'impression d'avoir rien foutu. Ah non mais Alors que si tu te dis: «Bah, en fait, non, attends, attends, attends.
Je n'ai vraiment que 24 heures. Là, aujourd'hui, de 8 heures à 10 heures, j'ai prévu ça. De 10 heures à 11 heures, j'ai ça. De 11 heures à 12h30, j'ai ça. Ta 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 ta. J'aimerais bien faire ça en plus. Mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que je le mets dans un coin et j'y repenserai un jour? Ou est-ce que je le programme un peu plus tard dans mon agenda? Et là, c'est structuré. Et là, mon cerveau, il a plus besoin d'y penser. La charge mentale, c'est tout ce que je mets en suspens dans mon cerveau, en espérant pouvoir m'en rappeler un peu plus tard. On a des outils qui sont merveilleux pour ça, et c'est un truc qui existe depuis 300 000 ans, ça s'appelle un agenda. On n'a pas besoin d'IA pour nous délester de la charge Ouais. mentale. On a juste un agenda. Je ferai ça de telle heure à telle heure demain. C'est tout. Donc tu vois, je peux être débordé parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'appelle à un autre moment où je suis entre 2 trucs et cetera. OK, c'est un débordement qui est hyper momentané. Mais le débordement constant, c'est d'abord une question de comment est-ce que je me comporte avec mon organisation et avec ma vision d'entrepreneur. Et ça se corrige. Et c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ouais et puis tu vois, je pense qu'il y a pas de modèle organisationnel qui aille à tout le monde. Impossible, Je pense que impossible. déjà il faut introspection, donc se connaître, savoir de quoi on a besoin, être clair sur ses objectifs et ensuite après tester. Moi je sais que, j'ai un cerveau qui part, beaucoup dans tous les sens, donc j'arrive pas à tu vois, il y en a qui font des deep work, donc des blocs de temps de 3 à 4 heures. Moi, c'est un truc, c'est pas possible pour moi. C'est trop. Moi, je fais des blocs de 1 heure et demie où c'est, voilà, je suis focus sur un sujet et après voilà. Mais, heu, l'agenda est un outil merveilleux, clairement. Il y a pas besoin de plus. Il y a vraiment pas besoin de Ah plus. oui! Ah mais moi, oui, moi je fais dès que j'ai un truc en tête où je me dis: «Il faut que je fasse ça», enfin, je dois faire ça et c'est voilà. Je le note sur une to do parce que moi, écrire me permet de chuit C'est ça. sortir de mon cerveau et ensuite, à la fin de la journée ou même normalement, c'est une fois par semaine, je me dis: «OK, il y a tout ça, comment je peux regrouper des mêmes tâches dans un bloc de temps?» et cetera et cetera. Mais encore une fois, c'est pas une méthode qui marcherait pour tout le monde, tu vois? Pas Et je forcément pense non, en effet. il faut tester. C'est ça. Jean-Baptiste, pour des dirigeants là qui nous écoutent, qui sentent que, l'agenda déborde, mais qui continuent quand même sur la lancée, qu'est-ce qui selon toi, quelles questions il faut qu'ils se posent et qu'est-ce qu'ils doivent regarder en face, là maintenant, même si ça pique un peu? Bah, une question qui pique un peu, c'est, qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise à la retraite? Je m'explique. On est en train de se diriger vers un marché de la reprise qui est extrêmement tendu. Il y Mmh. a de plus en plus de boîtes qui vont être de plus en plus à reprendre avec de moins en moins de repreneurs. Donc les repreneurs, ils vont se poser la question de la rentabilité réelle de l'entreprise qu'ils sont en train d'acheter. Un patron qui est indispensable dans son entreprise concentre sur lui-même toute la valeur de la boîte. Ce qui veut dire que la boîte ne vaut rien. Et donc il ne pourra pas la revendre au prix espéré. Plus vous organisez votre indispensabilité, parce que vous savez tout, parce que vous faites tout, moins votre boîte vaut sur le marché de la reprise. Donc la question que vous devez vous poser, c'est: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma boîte et est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour mon plan de retraite?» Parce qu'il y a pas d'autres questions qui vaillent, vraiment. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Après, encore une fois, il y a pas forcément un objectif de faire racheter sa boîte, mais ça permet quand même de se dire: «OK, qu'est-ce que je peux venir, ajuster, modifier, dans ce que je fais au quotidien, d'un point de vue pro?» hem et d'ajuster. Et d'ajuster, exactement. Hem, est-ce que Jean-Baptiste, avant qu'on clôture cet épisode, est-ce qu'il y a une question que, je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ah ah! Ouais, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Non. Ah, si tu veux. Je suis pas sûre que nos auditeurs soient très Hem, intéressés par ça, mais ah pourquoi mais pas? ça donne des idées, tu sais pas. Non, 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 bah, on n'a pas parlé, par exemple, du rapport à la solitude. On n'a pas parlé on n'a pas parlé des rapports d'associés, parce que ça aussi, c'est des choses assez intéressantes qui viennent, se saupoudrer sur mon travail de temps en temps. Parce que c'est très rigolo quand il y a un associé qui vient me voir et qui me dit: «En fait, j'ai pas le temps et je peux pas prendre d'accompagnement avec vous parce que mon mon associé veut pas signer». C'est horrible. Ah OK, dans ce sens. Donc en fait, tu Dans as ce un sens, oui. associé.
tu as un associé qui est débordé, qui veut faire appel à toi, mais tu as l'autre Ouais. qui veut pas qu'il fasse appel à toi. Qui C'est veut ça? pas qu'il fasse appel à moi parce qu'il estime que ça coûte trop cher et puis parce que comme lui est très bien organisé, forcément, c'est Oui. nécessairement parce que l'autre est un idiot et bon, c'est très c'est très joyeux comme type de relation. Voilà, ça peut être des choses comme ça qu'on pourra aborder une prochaine fois. Ouais et juste rebondis parce que je suis curieuse quand tu dis la solitude, heu, c'est quoi le rapport entre la solitude pour toi, tu vois, la solitude et le rapport, enfin la gestion du temps? Parce que du coup, moi, j'arrive pas autant les associés, j'arrive bien à voir, OK. autant, la Bah, solitude, je l'ai pas. j'ai très bien compris ta question. Hem, Derrière le principe de la solitude, il y a une petite histoire qu'on peut se raconter qui est de dire: «Je dois tenir le coup. Je dois, tenir bon quoi qu'il arrive» et quand on est dans une situation de débordement, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire: «Il faut que je tienne le coup» et donc comme on se dit que je dois tenir le coup, forcément, je vais beaucoup plus rapidement couper les ponts avec les gens qu'il y a autour de moi pour justifier ce débordement et pour justifier cette attitude de: «Je dois tenir le coup». Donc c'est un espèce de cercle vicieux, hein. C'est pas l'un qui génère l'autre, c'est les 2 se nourrissent l'un l'autre. Et donc ce rapport à la solitude, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les dirigeants, d'autant plus quand ils sont débordés. De manière générale, les dirigeants sont toujours tout seuls à décider, mais quand en plus il y a cet effet de débordement, ça se voit encore plus. C'est de toute façon, je peux pas en parler à mes collègues parce que, peut-être qu'ils vont se moquer de moi ou peut-être qu'ils vont pas comprendre. Je peux pas en parler à ma femme parce que j'ai pas envie de l'inquiéter et cetera. Donc je contiens tout et je coupe petit à petit les ponts avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe très régulièrement. Ah, tu vois, j'y avais même pas pensé. J'y avais même pas pensé, mais du coup, c'est aussi source de mal-être et même j'irai plus loin Exactement, enfin, c'est un enjeu de santé mentale, quoi, exactement. des dirigeants, mais Ouais. et ça se solutionne? Tu as des solutions pour ça, Jean-Baptiste? Alors, je n'ai pas des solutions miracles et des hacks et Oui, cetera, non, mais non, oui, bien sûr. ça se solutionne. Mais c'est d'autant plus difficile à solutionner que comme je dois tenir le coup et que je dois tenir la barre Mmh. et cetera, bah, forcément demander de l'aide pour le faire, c'est très Ouais. compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut accepter. En fait, faut accepter un peu cette posture de vulnérabilité et de se dire: «Bah, là, j'ai besoin d'aide, sur, X, Y, Z sujet». Et ça, c'est un peu le cas dans beaucoup de domaines de vie, Oui, et de sphères. Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste. avec grand plaisir. Si nos auditeurs, nos auditrices veulent faire appel à toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site internet www.baronconseil.fr. Ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, Jean-Baptiste Baron et c'est déjà pas mal. Vous pouvez, accéder à mes contenus, que je publie sur LinkedIn. Vous pouvez accéder via mon site internet à ma newsletter. Je publie environ toutes les 2 semaines et voilà. Très bien. Bah, de toute façon, tous les liens seront dans les notes Super. de cet épisode. Merci Merci à toi. beaucoup Jean-Baptiste et puis, on se dit à plus tard. À bientôt. Merci Lola.